3, 2, 1. Salut à tous, c'est Trickster, l'auteur de Mekamendi, édité chez Keep on Dream. Le documentaire que vous allez voir a été réalisé grâce au soutien des contributeurs et contributrices de la campagne de financement participatif du tome 1 de mon manga. Merci à eux. Il est inspiré de la célèbre émission Manben du mangaka Naoki Urasawa. Vous allez y découvrir comment je réalise une planche de mon manga, du script jusqu'au tramage final. Tout au long du documentaire, je commenterai ma méthode de travail avec deux super intervenants, Dax, directeur artistique du Keep on Dream, et Jigito, mangaka français. La réalisation de ce documentaire nous aura demandé beaucoup de travail et nous sommes très fiers de pouvoir vous le présenter. Bon visionnage à toutes et tous. Comme je l'ai fait il y a longtemps, le storyboard. Andy, c'est un personnage que je construis en mode... En gros, elle n'a pas de désir. Ou alors, en tout cas, elle ne connaît pas son désir, ou si elle le connaît, elle ne s'active pas à réaliser son désir. C'est quand même, en général, c'est un peu un contre-pied par rapport au personnage de shonen classique. Et le méchant, là, lui, c'est justement un peu le contraire d'elle. Au sens où lui, vraiment, c'est un mec qui ne vit que de la satisfaction de son désir, qui pourtant est un désir un peu sadique. Donc là, du coup, Mandy, j'essaie de la faire parler comme ça. J'essaie de lui faire qu'on entende que quand elle parle, il n'y a pas de désir. Et que du coup, pour moi, tout l'objectif du manga, c'est qu'à la fin, justement, son désir, à un moment, il s'exprime. Du coup, toi, tu fais ton script à l'écrit avant même de faire ton storyboard ou même te crayonner, non? Ouais. Je vais sur un Word, ça dépend. Ou alors quand je suis dans le métro ou un truc comme ça, je peux le faire sur un cahier. Mais en fait, j'écris. D'abord, je fais une trame générale du tome. Après, je découpe en chapitres. Et pour chaque chapitre, je vais écrire le dialogue en détail, etc. Et parfois, à ce moment-là, déjà, je vais mettre des petites indications entre parenthèses si j'ai des idées de composition et que je sais que je vais avoir telle ou telle case. Et même, je fais mon découpage page par page. D'accord. Et après, je fais le storyboard. Tu mets d'abord en avant ton dialogue dans ton storyboard ou tu mets en avant l'image et après tu dis attends, je vais essayer d'agencer le dialogue. Alors j'avais jamais réfléchi comme ça, mais du coup je dirais que je mets en avant mon dialogue. D'accord. J'écris mon dialogue et après je crée mes cases pour que le dialogue soit mis en avant. D'accord. Donc, le dialogue ait plus d'impact. Dans ta manière de comment tu conçois tes personnages, c'est que la manière de s'exprimer pour tes persos joue sur la personnalité, la psyché de leur comportement en fait. Moi je dirais dans l'autre sens, mais en tout cas je veux que, c'est-à-dire d'abord j'invente leur personnalité et après je les fais parler en fonction de cette personnalité. Mais c'est sûr que j'ai envie que quand tu lises, que ça s'entende dans leur dialogue, quoi. Leur manière de parler, on doit comprendre qu'est-ce qu'ils pensent ou c'est quoi le type de personnalité de ce personnage, etc. Et en sachant qu'à chaque fois, j'essaye de me dire que en tout cas dans les combats importants, que c'est surtout une confrontation d'idées, quoi, ou de représentation du monde. Enfin, c'est pas juste des persos qui font de la bagarre, même s'ils font de la bagarre, mais il y a une idéologie derrière. C'est ça. Que sur le plan, faut que symboliquement, ça raconte quand même quelque chose et que ce soit pas juste des mecs qui tapent fort. Donc là, je fais le storyboard. Donc je découpe ma page. Pour voir un peu à quoi ça va ressembler à la lecture. Et après, je vais ajouter les dessins à l'intérieur. Là, c'est une scène d'action. Donc, l'idée, c'est que le découpage soit le plus dynamique possible. Donc, je vais essayer de faire des cases qui soient pas trop... Là, il m'en manque une, par exemple. Mais où... En tout cas, les lignes, déjà, sont pas des espèces de juste des rectangles parfaitement symétriques ou des choses comme ça. Mais au contraire, il va y avoir des angles au niveau de comment est-ce que la page est découpée, etc. Après, moi, j'ai un découpage qui n'est pas extrêmement original. Si tu regardes beaucoup d'auteurs, moi, il y a rarement, par exemple, des personnages qui sortent des cases, où il y a rarement, ce qu'on appelle des inserts, donc des cases qui se superposent, ou des choses comme ça. Alors que moi, mon point central, c'est de me dire, quand je fais une page,
c'est que faut que ce soit lisible. Je cherche pas des trucs très très originaux, mais je cherche un truc qui est efficace et qui est bien lisible. Comparé à d'autres auteurs, je pense, dans le manga français. Enfin, là, j'ai lui en tête parce qu'il fait vraiment des découpages très très chiadés, mais Mimo, par exemple, dans Dome, bon bah lui, t'as tout le temps des personnages qui sortent des cases ou des trucs comme ça. Et du coup, est-ce que tu as des refs en termes de mise en scène, de découpage dans tes scènes d'action? Alors, j'ai les refs de ce que je suis en train de lire. D'accord. En vrai, je pense que c'est fou, mais je me rends compte que je suis très très influencé à chaque fois par le manga que je suis en train de lire du moment et qui me fait. Même si en fait, je pense que dans la réalité, j'incorpore de la mise en page, tu vois, de ce que je suis en train de lire. Et après, en fait, je le digère et je vais le refaire à ma sauce. Et donc, en fait, mon découpage, c'est une sorte d'accumulation de tout un tas de trucs que j'ai pu lire différents. Mais du coup, à l'époque, je lisais, et je pense que ça se ressent un peu par rapport à ce que je disais sur le fait que mon découpage soit assez classique. Je lisais Bleach. Ouais. À l'époque où j'ai vraiment commencé Mecha Mandy, et donc je me suis pas mal inspiré du découpage de Tite Kubo. Et en fait, son découpage, il est quand même assez classique. Enfin, tu vois, il n'y a pas vraiment de truc très très original. Il n'a pas révolutionné le, le découpage du manga, je trouve. Mais en même temps, c'est un découpage qui, encore une fois, est efficace. Tu comprends très bien ce qui se passe dans la... Ouais, okay. Je trouve. Ok. Et juste pour savoir, en termes de chorégraphie dans tes scènes d'action, tu réfléchis en double page ou tu fais page par page pour avoir de la fluidité au niveau Alors, je tiens compte quand même, je dirais un peu des deux. C'est-à-dire que, en tout cas, je réfléchis à chaque fois à qu'est-ce qui va se passer quand le lecteur va tourner la page. Donc j'essaye de me dire que s'il y a un moment un peu important dans le combat ou quelque chose comme ça, il faut que ce soit, moi c'est publié de gauche à droite, donc il faut que ce soit sur une page de gauche pour qu'il le découvre en tournant. Parce que sinon, si jamais c'est sur une page de droite, bah, en fait, mécaniquement, il va tourner la page, son œil il va quand même scruter un peu tout, et en fait il va se gâcher la surprise, tu vois. Donc je fais attention à ça. Par contre, après, une fois que ça c'est bien calé dans ma tête, c'est vrai que je pense quand même ça page par page, même si c'est étrange, parce que parfois mon storyboard, quand je le fais, j'ai quand même les 2 pages en face de moi, tu vois. Donc j'arrive à voir si ça s'enchaîne bien, mais je me rends compte que parfois j'ai tendance à... Je suis obligé de me reprendre dans un après-coup, tu vois, parce que parfois j'ai tendance limite à avoir 2 fois le même découpage sur 2 pages qui peuvent se suivre. Donc je suis obligé de me reprendre parce que parfois j'y ai pas fait attention et je vais avoir trop de plans identiques ou de trucs comme ça auxquels je pense pas forcément tout le temps au départ. Juste peut-être une petite question Yes. sur la durée de cette étape. Une journée. Une journée par planche. Non, une journée pour un chapitre. Je pense qu'il me faut à peu près 8 heures pour faire le storyboard d'un chapitre. Je voulais savoir comment tu as vécu la transition entre storyboard à la main que tu faisais à l'époque et maintenant que, comme je vois dans les vidéos, tu le fais en digital. En fait, je fais un peu des deux. Je triche. Souvent, mon storyboard, mais il y a plusieurs étapes. Souvent, je fais d'abord des tout petits dessins de la page, mais vraiment, je sais pas, ça doit faire 5 cm, tu vois, 5 cm sur 4 ou 3. Et je découpe des cases, mais c'est illisible, mais moi, j'arrive à lire. Et après, je vais le refaire en plus grand. En gros, j'ai fait un espèce de petit gabarit que j'imprime sur des feuilles A4 en format paysage. Donc comme ça, c'est coupé en 2, j'ai bien mes 2 pages et tout comme si je le lisais. Je fais ça. Et maintenant, je le fais parfois au digi, mais dans l'après-coup, en fait, mon storyboard, il est déjà fait. Donc je sais déjà comment ma page, elle est découpée. Et je le fais pas tout le temps, mais je le fais parfois pour pouvoir envoyer le storyboard, par exemple, à l'éditeur. Comme ça, il peut le lire et me faire un retour. Si jamais on peut pas se voir, si on peut se voir, ben, je lui montre mon storyboard papier. Si on peut pas se voir, je le fais à l'ordi. Comme ça, ça s'envoie plus facilement. Ok. Voilà, je suis sur le premier crayonné.
Parce qu'il va y en avoir plusieurs. Il y en a 2. Le premier, c'est le plus facile, mais où c'est vraiment un crayonné très fin et qui sert surtout à placer les volumes. C'est-à-dire, je positionne en gros dans la case les personnages. Comme ça, je fais ça pour toutes les cases, pour avoir une vue globale de la planche. Et après, je passe au deuxième, et là, je vais mettre des détails. Le plus de détails possible, pour qu'à l'ancrage, il n'y ait plus rien à faire. Enfin, je dessine pas les trucs à l'ancrage, quoi. Il y a des gens qui font des crayonnés vraiment très peu détaillés et qui, à l'ancrage, ajoutent énormément de détails. Moi, j'ai pas le niveau pour faire ça. Ce qui est intéressant, c'est que tu dis que justement, que tu vas vraiment à l'essentiel dans tes crayonnés. Et ce qui peut être, ce que je voulais savoir, c'est que est-ce que des fois, il y a des choses que tu peux rajouter dans ton découpage, en fait? C'est-à-dire que tu as fait un crayonné, tu as ta base et tout, et tu te dis que au moment de l'ancrage, tu dis, ah bah tiens, je rajouterais bien ce truc-là, ou je sais pas, des speedlines, ou la bulle de dialogue plus grande, ou la forme de la bulle différemment. Ouais, ça m'arrive souvent. Et alors en fait, c'est plus ce que je vais rajouter, ça va être des éléments pour, on va dire, habiller la case. Oui, voilà. Des petits décors, des petits trucs comme ça. Ou souvent, après avoir. Mais ça va être après l'ancrage en fait. C'est vraiment. Je vais ancrer les personnages d'abord. Et quand les personnages sont ancrés, là je vais voir, ok, peut-être qu'une onomatopée qui prend de la place, ça pourrait être cool. Ou je trouve que que par exemple, je ne m'étais pas rendu compte, je sais pas, sur le storyboard, parce qu'évidemment, au storyboard, par exemple, je détaille pas les décors. Ouais. Je m'étais pas rendu compte que, en fait, sur ma planche, c'est quand même très blanc, il n'y a pas assez de décors, à part les personnages, les cases sont vides. Et donc, dans ce cas-là, je vais ajouter des trucs à ce moment-là. D'accord. Mais je l'ajoute après avoir ancré les personnages. D'accord. C'est vraiment une fois que tu as bien finalisé ta case, que tu te dis, bah alors voilà, tac, je peux agencer une onomatopée, la forme de la bulle, tout ça. Ouais. Okay, sachant qu'entre-temps, après, parfois, je peux faire des changements aussi par rapport au storyboard. Okay. Où je vais, au moment où j'attaque la planche, je sais pas, je vais me rendre compte qu'en fait, telle case, moi, je la trouve pas si bien et du coup, je vais changer la position du personnage dans la case ou alors je vais retirer les bordures de la case. Okay. Par exemple, ou je sais pas, quand j'ai posé mes volumes, en fait, mon crayonné, je l'ai fait trop grand par rapport à ce que j'avais prévu dans le storyboard. Et du coup, mon personnage déborde de la case. Bon, en fait, je trouve ça cool. Donc, je vais le laisser comme ça. Enfin, tu vois, parfois, je fais des petits ajustements. C'est pas complètement fiché, mon storyboard. Ok. Et dans ton storyboard, est-ce que tu fais attention à si c'est une page de gauche ou une page de droite, comme tu disais tout à l'heure? Ouais, je sais. Par contre, je fais vraiment attention. Et je fais attention aussi à guider l'œil du lecteur. Okay. Je positionne les éléments dans la case pour que je sois sûr qu'avec son œil, il passe bien sur tous les éléments que j'ai dessinés. Parce que en fait, je passe trop de temps à dessiner pour que le lecteur, il regarde pas ma case. Tu vois? Donc, non, c'est mort en fait. Okay. J'ai passé du temps à faire ce décor, donc inquiète-toi pas. Ton œil, je vais forcer ton œil à passer dessus. C'est mort. C'est important. Est-ce que tu regardes à gauche, c'est tes indications de crayonné? En gros, c'est les détails du personnage. Donc là, par exemple, son oreille gauche, il a un piercing en haut. Et comme là, il y a l'oreille gauche, et que j'oublie tout le temps de quel côté sont ces piercings, je l'ai noté. T'as une feuille comme ça de détails pour chaque personnage? J'essaye, ouais. Tu vois, là, j'ai un autre personnage derrière, il a une morphologie plus fine. Bah là, j'ai écrit leur taille, lui il fait 1m69 et lui il fait 1m91. Ce qui fait que quand je les dessine, je sais pas, si je dessine Mandy à côté d'un autre personnage, de lui par exemple, puisqu'ils vont se battre ensemble, il faut que j'en tienne compte, il faut qu'elle ait l'air vraiment plus petite que lui. Et je pense que le crayonné, c'est ce qui me prend le plus de temps. J'allais dire c'est ce qui est le plus difficile, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle d'un truc, je dis que c'est ce qu'il y a de plus difficile, donc... C'est un genre de mec un peu dans un esprit samouraï. Et donc il a plein de détails sur son chapeau,
Il a des espèces de petits insignes partout. Il a même du détail sur ses sandales. Il a des katanas. J'ai détaillé les katanas, etc. Et quand je l'ai dessiné, en fait, c'était cool quand j'ai fait ça. C'était moins cool quand j'ai dû le mettre dans plein de planches différentes. Et elle, c'est son acolyte. Et pareil, j'ai essayé de faire une veste avec beaucoup de détails. Elle est dans un style militaire plus classique. Mais bon, elle a plein de petites pochettes. Elle a un truc pour ranger son gun. Sa veste, elle a des poches. Il y a le nombre de boutons, blablabla. Les gants, ils sont détaillés. Et je les ai mis avec une bande avec des militaires. Ils ont une sorte de gilet pare-balles avec plein de petites poches, des pistolets. J'ai détaillé du coup à quoi ressemble le pistolet, à quoi ressemble leur arme à feu, qui est là. J'ai détaillé leur casque. Et après, leurs gants et tout. Pareil, quand j'ai dû les dessiner et qu'il y en avait genre 6 dans la page, ça m'a cassé les couilles de les avoir fait avec autant de détails. Donc à la fois, ça me prend du temps. Mais quand je vois le résultat final, je trouve que c'est quand même très stylé, donc je trouve que ça vaut le coup de prendre le temps. Mais sur le coup, la première fois que je le fais, je regrette, ouais. Normal. C'est vrai que c'est important de justement dès le départ quand tu fais tes persos, tu seras amené à les dessiner plusieurs fois, quoi. Donc ouais. Tu fais attention à ça, non? Malheureusement, pas assez. Ouais. Pas assez. En plus, c'est un truc que j'avais vu justement, où c'est souvent un conseil qu'on donne à ceux qui veulent faire du manga, de dire quand tu fais ton personnage principal, le détaille pas trop parce qu'en fait tu vas le redessiner 150 fois et que ça va être long et ça va te prendre la tête, etc. Et j'avoue, quand moi un personnage me vient, j'ai quand même envie qu'il ait du flow, quoi. Je vois ça, un testapologue. Je me dis, vas-y, on va détailler, on va lui faire une petite chemise grave cool avec des petits nuages dessus, c'est sympa. Et puis en fait, au moment où faut le mettre dans la page, je me dis, ouais, non, dommage, j'aurais pas dû faire ça. Mais c'est bien parce que au moins sur tes persos, c'est que on voit que tu fais attention à ce truc-là du flow, tout ce qui est justement de rendre ton personnage bien identifiable, en fait. Carrément. Et puis même, j'essaye que justement dans leur style, on va dire vestimentaire, mais pas que, même leur apparence physique et tout, que c'est un truc, c'est banal ce que je veux dire, mais que ça raconte quelque chose aussi du personnage, tu vois, que tu puisses, qu'il y a des traits de personnalité. Enfin, c'est tout con, mais je sais pas, un personnage qui serait très excentrique, il faut quand même qu'il ait une tenue qui soit un petit peu excentrique. Si jamais il est habillé tout en costume, cravate, chemise bien fermée jusqu'au haut, c'est bizarre pour un personnage excentrique. Ouais. Le crayonné, c'est long pour moi. Je prends beaucoup de temps pour réussir à avoir vraiment le résultat que je veux. Je gomme beaucoup. Donc c'est ce que je fais depuis le plus longtemps, et en même temps c'est un des trucs que je trouve le plus difficile. Parce que c'est vraiment ça qui va dessiner la page, quoi. Si mon crayonné il est raté, l'ancrage il va être raté aussi. En fait, je voulais repartir sur un truc qu'on a vu tout à l'heure, sur une des doubles pages que tu m'avais montré avec les soldats, même, je sais pas si tu te rappelles. Ouais, je vois la double page. Pourquoi tu fais aussi peu de double pages? C'est parce que t'aimes pas trop ça ou... Je crois que dans le tome 1, il y en a une. Il y en a une seule, et c'est une des dernières que j'ai dessinées, même si elle arrive tôt dans le tome. En fait, j'avoue, j'y pense pas trop. Je pense pas trop aux doubles pages, et du coup, je pense que comme j'ai pas pris l'habitude d'en faire, ça me vient pas trop en tête au niveau du découpage. Et en fait, même quand je l'ai fait, je les trouve pas toujours si bien. En fait, je trouve que ce qui est difficile avec la double page, c'est que tu vas dessiner en gros tes persos. Et donc, en fait, il faut que le dessin, il pète, quoi, parce que vraiment, on va voir que ça, quoi. Alors que quand tu dessines en plus petit dans les cases, tu peux un peu filouter, tu vois. Au pire, ton dessin, il n'est pas très très bon, la proportion, elle n'est pas exactement comme il faudrait. Mais comme c'est en plus petit, comme il y a beaucoup de cases, en fait, le lecteur, il va pas s'arrêter dessus. Alors que la double page,
le lecteur il va s'arrêter dessus, il va vraiment regarder, j'espère qu'il s'arrête dessus, qu'il regarde dans le détail, tu vois, ce que tu as fait. Donc je pense que j'avoue, j'y pense pas trop parce que j'ai pas pris l'habitude, même si là j'ai essayé de changer et du coup dans le chapitre où il y a cette double page avec les militaires, il y en aura une autre. Je vais faire un chapitre avec 2 doubles pages alors que je ne fais jamais. Mais c'est assez difficile pour moi. Je trouve que celle qu'on voit dans le chapitre 2, si je crois que c'est ça, oui, c'est peut-être une des plus impactantes, je trouve, du début du manga. Ouais. Et ce serait un peu dommage de ne pas retenter l'essai. Souvent, on dit que pour dessiner l'expression d'un personnage, il faut soi-même se mettre un peu dans l'état d'esprit de l'expression, de l'émotion que tu veux transmettre. Mais t'as pas mal, je crois, d'auteurs qui peuvent dire avoir eux-mêmes, je sais pas, pleuré par exemple dans des scènes qu'ils dessinent et tout, quand c'est des scènes tristes. Tu dois quand même te mettre dans l'émotion du perso. Et puis après, il y a aussi le fait que tu t'attaches à tes personnages. Donc quand tu leur fais vivre des trucs un peu... voir qu'ils meurent. J'imagine que ça doit pas être facile. C'est marrant parce que t'en parles comme si c'était pas toi qui décidais de le faire. Bah ouais, bien sûr que c'est moi qui décide ce qui va se passer pour eux. Mais en même temps, les personnages quand ils sont bien créés, ils ont une espèce de consistance qui dépasse un petit peu ce que l'auteur voulait faire au départ. Tu commences toujours par les bulles? Ouais, tout à fait. Comme ça les situe bien dans la planche. Ça peut m'éviter de faire ce qu'on appelle un nœud graphique. Donc là, cette bulle, par exemple, en fait, elle se situe à peu près au même niveau que la poitrine de Mendy, qui a cette même forme. Et donc, ça risque de faire un petit nœud, donc je la place en avance pour pouvoir après en tenir compte, pour faire attention à ce que, justement, il n'y ait pas cette confusion. Ouais. J'ai un truc, c'est que depuis que je vois les planches du chapitre du tome 2, j'ai l'impression que tes bulles sont beaucoup plus grosses. Parce qu'on a eu ce problème-là sur le tome 1. Et t'avais la fâcheuse tendance à faire des bulles beaucoup trop petites et des textes beaucoup trop longs. Ouais. Est-ce que tu penses avoir un peu appris de tes erreurs? Ouais, alors en fait, je me suis fait engueuler par le maquettiste et le graphiste du Keep on Dream. Parce que ouais, mes bulles, elles sont trop petites. Mais parce qu'en fait, mon problème, c'est qu'en fait, je change 150 000 fois le texte. C'est ça qui est chiant. Donc en fait, au départ, je fais un texte, je calibre la bulle pour ce texte, et ensuite, je change d'avis et je change le texte, et donc, la bulle, ça va plus, quoi. Ce que je me demandais, c'est est-ce que des fois, ça t'arrive de, par exemple, au moment de checker tout ton storyboard, tout ton manga, est-ce que tu lis à haute voix pour des questions de rythme, en termes des dialogues, tout ça? Ouais, je fais ça. Je lis. Parfois, j'ai l'air d'un fou, mais... non, mais c'est cool, je me sens moins seul, par contre. Même, il y a des... Ouais, apparemment, c'est un truc qui se fait, ça. C'est comme quand je fais des blagues. En gros, faut que la blague, elle me fasse rire. Sinon, je la mets pas, mais du coup, j'ai l'air d'un débile devant ma page à rigoler à mes propres blagues. Parfois, même en dessinant la page, je rigole en me disant ok, c'est vraiment une blague drôle et je me fais rire en dessinant. Ce qui, je pense, est plutôt bon signe, pas pour ma santé mentale, mais pour les lecteurs, tu vois. Tu m'as fait rire 2-3 fois, je te confirme. Ah ouais? Ouais, franchement. Allez, ça a marché. Mais ouais, je fais ça parfois. Il y a des répliques que, en mode, ça fait longtemps que je les ai dans ma tête, que je les pense en me disant ok, cette scène, ça va être cool et il faudra que elle dise un truc comme ça. Ou je pense à une scène dans le tome 1, cette scène-là, je sais pas, je l'ai répété, mais 50 fois à voix haute en me disant ouais, ok, il faut qu'il le dise avec ce ton-là. Et du coup, je vais mettre une première bulle, puis 3 petits points, puis une deuxième bulle, tu vois, pour que vraiment le lecteur,
quand il lise cette scène, il faut qu'il la lise avec le même rythme que moi je l'ai imaginé en me disant wow, ok, et si c'était un film, il y aurait une putain de musique. Exactement. Moi je suis dans la planche, mais j'ai besoin d'être vraiment très près. Je sais pas, pour vraiment bien voir l'épaisseur du trait. Du coup, pour donner une impression de vitesse plus importante, j'utilise la règle pour que vraiment ça fasse un trait très lisse et très dynamique. On voit que la natte, elle a une forme un peu particulière, elle est presque géométrique. Moi j'aime beaucoup l'ancrer, parce que du coup tu peux vraiment déjà mettre des petits à-coups, clac, 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 parce que je fais chaque petit triangle comme ça les uns après les autres là. Enfin pas triangle, mais chaque partie de la natte. Et en plus, il y a un vrai effet de délier à chaque fois où je mets un gros trait, un petit trait, gros trait, petit trait, gros trait. Et du coup, ça lui donne beaucoup de volume, je trouve. Et en effet, l'ancrage, c'est ma partie préférée. C'est plus simple parce que le dessin est déjà fait, a priori. Et puis surtout, c'est la partie où vraiment le dessin prend sa forme finale, quoi. Où vraiment, ça devient une vraie planche, quoi. On change de registre, on rentre vraiment dans du manga, quoi, je trouve. L'ancrage, c'est ce que je préfère. Même si c'est un peu paradoxal parce que c'est stressant. Parce que si je foire mon ancrage, voilà. La planche n'est pas foutue, mais quand même, c'est un peu l'étape. Je peux pas gommer, quoi. Après, par contre, j'aime bien la plume, j'aime bien la sensation de quand tu passes sur le papier et tout. Et puis le fait de pouvoir faire des petites variations de traits. Et c'est marrant parce que justement, c'est ça qui est intéressant avec la plume, tu fais des déliés et tout, donc tu varies les épaisseurs de traits, et j'ai l'impression de pas trop y penser quand je le fais, de faire un peu de manière un peu pas automatique mais aléatoire, alors qu'en fait quand je regarde ma planche après, je me rends compte que plus ou moins intuitivement j'ai épaissit certaines zones et finalement ça donne une espèce de cohérence d'ensemble que je trouve cool sur le dessin. Enfin, il est on va dire équilibré quoi par rapport à son ancrage. Il n'y a pas des espèces de parties qui seraient beaucoup plus épaisses qu'une autre partie et du coup le dessin serait pas bon. Ou alors si c'est le cas, c'est que c'est quelque chose qui est au premier plan et donc ça le fait ressortir et donc c'est plutôt cool. Donc ouais, je pense que l'ancrage c'est un peu la partie que je préfère. Toi, t'es à la plume, je me souviens pas. Moi, je suis au micron et au brush. Vraiment brush classique. Et depuis peu, en fait, je commence justement à m'attaquer à la plume. Et c'est vrai que ça demande justement ça demande de la concentration. Ouais. Donc c'est pour ça que je te posais la question de comment toi tu gères justement le fait de travailler à la plume. Ouais. Oui, parce que le micron, au moins, t'as ton épaisseur, elle est faite, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Ce que je suis en train de faire là, c'est des trucs qui sont programmés à l'avance et tu peux le voir parce qu'en fait je mets des petites notes. Là, la petite croix, ça veut dire que je vais poser un aplat dans cette zone. En gros, là, je les trace pas toutes, mais je trace les grandes lignes pour voir un peu ce que ça rend. Si ça correspond bien à l'effet que j'ai envie que ça donne. En fait, il y a un truc étonnant parfois, mais genre, comment dire, si je dessine un bonhomme et que genre j'assombris une certaine partie de la case, enfin je sais pas, moi j'aurais eu tendance à penser que ça allait attirer le regard, mais en fait c'est plutôt le contraire. Je sais pas, ton œil, j'ai l'impression qu'il est plutôt attiré par les endroits clairs. Et donc là, en ajoutant des speedlines, à la fois je vais orienter le regard du personnage, enfin du lecteur là sur le perso, puisque les speedlines vont dans cette direction, et en plus comme ça va assombrir la case, je pense que ça va effacer en quelque sorte cette partie, et on verra surtout la bulle toute blanche et le bonhomme de l'autre côté de la page, fin de la case. Dans tes pages, elles sont super claires, il y a très peu d'aplats de noir. Ouais, j'aime bien le côté très épuré.
Ce qui peut aussi être un truc... on m'a déjà du coup fait le reproche en quelque sorte. Enfin, en tout cas, on a souligné que parfois mes planches, elles pouvaient être un peu vides et qu'il y avait beaucoup de blanc. Après, ouais, moi j'avoue que j'aime beaucoup quand même quand c'est très aéré et que tu respires dans la planche et tu respires dans la case. Moi j'ai envie justement que ce soit assez fluide, alors faut réussir à trouver le bon entre-deux, tu vois, que ça soit pas vide non plus, mais j'essaye de chercher vraiment cette clarté-là. Ok. Bah elle est pas mal. Je pense qu'elle est assez... elle me paraît plutôt équilibrée, je trouve. Comme elle est plutôt, pas trop chargée cette case, donc du coup tu respires un peu, là c'est quand même beaucoup plus chargé. Paf, tu respires un petit peu aussi, et c'est reparti pour la bagarre. Édition, convertir la luminance en opacité. Ensuite, on va effacer les petites impuretés. Hop. Après, ça pourrait se rattraper à la main, mais ça serait vachement plus long. Et par exemple, dans la franco-belge, ça se faisait souvent, ça. Quand tu foirais une case, ben tu découpais un petit bout de papier que tu collais par-dessus. Ok, trame. Ça, je peux choisir l'épaisseur, la grosseur des points. Et après, je peux choisir combien il y a de points par ligne. Je sais plus c'est quoi comme surface exactement. Mais en gros, il y a une surface choisie de référence, et donc là, il y a 42,5 points par ligne. Moi, j'ai un usage très simple des trames. C'est-à-dire, en gros, c'est des aplats, quoi. Il y a des auteurs qui les utilisent d'une manière beaucoup plus subtile pour apporter de la texture sur des vêtements, par exemple. Ou même, parfois, pour faire des ombres. Juste une chose à dire, beaucoup tu fais ton lettrage sur Clip Studio. Il est hérésie de faire ça. Et tu le sais très bien. Non, je sais pas. Jiggy, tu utilises des trames ou j'ai en tête que tu fais des copiques, non pour alors moi, je travaille en niveau de gris. Ok. Et après, c'est c'est au scanner, et après, quand je le passe en version numérique, je vais le travailler je vais remplacer mes niveaux de gris en trame. Donc, tu as déjà mis du gris avec quoi, des Copic marqueurs Ouais, c'est ça, okay. en Copic, quoi. Ok. Et après, oui, ok. Et après, je réajuste sur Clip Studio pour les trames. Ok. Je sais pas si le plaisir, c'est ce qui est le plus important quand je fais du dessin. Ou en tout cas pendant que je suis en train de le faire. Ou alors si je prends du plaisir, je le prends moins du fait d'être en train de dessiner que d'une espèce d'ambiance générale dans laquelle ça me met, où je m'installe à ma table et j'y passe du temps et je mets de la musique que j'aime bien et j'avance sur les projets qui comptent pour moi, etc. Mais est-ce que je prends du plaisir en tant que tel à dessiner ? Je suis pas sûr de ça.